j'ai pas encore le réflexe de filmer tout ce qui se passe à mesure de la journée. Pourtant, dans la tête, c'est bien ce film-là qui se construit et qu'à terme, on pourrait mettre ici en bascule dans une sorte de journal. Alors évidemment, c'est fait de choses indifférentes, ou même où le retrait du monde s'exerce, où on a l'impression d'être dans une espèce de... derrière une paroi un peu en plexiglas épais, un peu vitrée, déformante. Et quand il y a cette paroi entre soi et le monde, il y a souvent aussi cette paroi entre soi et son mental. Et puis d'autres endroits où il y a un coup de marteau dedans, et puis ça s'ébrèche, et puis on est face à une image qui, elle, est extrêmement intense, précise, et résonne à l'intérieur. Hier, j'ai eu ce moment-là. Bon, je conduis ma voiture, c'est une prouesse depuis 8 jours, en consultation à l'hôpital, là où on m'a soigné ma rupture de tendon d'Achille. Tout ça, c'est de la mécanique, c'est pas très intéressant. Par contre, la réflexion sur l'immobilité, le mental, le réapprentissage d'une sorte de fragilité, oui, ça, non seulement on a l'obligation d'y être attentif, mais la vitre opaque dont je parlais, elle se constitue aussi depuis cette appropriation corporelle ou cette position corporelle devant le monde. Par exemple, le sommeil travaille énormément sur la réappropriation de tous ces petits sauts qui vous ramènent petit à petit à ce qui paraît si simple, marcher. On arrive dans ces hôpitaux, il y a là où arrivent les ambulances, il y a une espèce de tunnel un peu sombre pour les autres gens, et puis il y a toujours cette espèce de coin. Moi, ça me fait rire parce qu'à chaque fois je pense à Pierre Bergougnoux qui, lorsqu'il raconte ses propres séances à l'hosto, dit que ce qui lui importe le plus, c'est ces moments où il se retrouve entre fumeurs là à l'entrée. Donc il y a le coin des éclopés fumeurs, et puis il y avait aussi des espèces de poubelles sur chariot, c'est avec toujours ces espèces de tris par couleur, vert, bleu, jaune, tout ça. Et juste là, sur des espèces de cornières métalliques, il y avait une espèce de truc complètement éclopé aussi. Et ce truc qui était éclopé, c'était marqué « Livre libre ». Et derrière deux espèces de machins en verre, il y avait des espèces de poches dépareillées, touchées par plein de mains. Pourquoi pas? Et tant mieux. Et je suppose que c'est bien pour ceux qui sont là, de pouvoir venir y piocher, s'embarquer dans un polar dont on ne se rappellera ni le titre ni le nom. Puis il y a toujours ces espèces de livres de bonne volonté. Et en même temps, j'ai eu une espèce de mouvement de recul. C'est-à-dire, tu as consacré 35 ans de ta vie à te dire « je vais vers le livre ». Et puis le livre n'est plus que ça. Est-ce que c'est ça que j'ai envie de faire? Alors évidemment, je fais autre chose. Je fabrique des trucs différents. Et qu'est-ce que c'est important, ce qu'on peut fabriquer par ce genre de communauté ici, dans la mesure où la boîte commune de livres, c'est ce qu'on y installe nous par ce à quoi on croit. N'empêche, il y avait autrefois une sorte de valeur commune du livre, de valeur collective du livre, et on l'a perdu. Combien de temps pour les mordus de la lecture qu'on est quelques-uns à être, il y avait toujours le réflexe, par exemple, dans les métros, les trains, de ne pas pouvoir s'empêcher de bigler par-dessus l'épaule des gens dans le champ visuel. C'était quoi ce qu'ils étaient en train de lire? Ça, maintenant, on retombe toujours sur les mêmes titres, les mêmes livres, et ça ne nous intéresse plus tellement. Dans l'idée de ce carnet, j'ai aussi commencé à noter, alors, toujours avec mon logiciel un petit peu préféré pour les brouillons, la mise en page, vous savez, qui s'appelle Ulysse, des espèces de phrases comme ça, de phrases de réveil, phrases qui vous hantent, phrases qui vous mettent mal à l'aise. Je me réveillais, et puis il y avait ce truc qui me hantait, mais ça surgissait de cette temporalité en ce moment un peu omniprésente et indéfinie pour moi, où il n'y a pas vraiment de truc de sommeil ni d'insomnie, mais une espèce d'état intermédiaire qui est reprise de conscience du corps. Et dans cet espace qui est toujours un petit peu dans le sommeil, un combat contre une sorte de paralysie pour en réémerger. La phrase, c'était exactement « Je n'ai pas envie d'être moi ».
Après, ça fait 3 jours qu'elle est là, cette phrase, chaque fois que j'ouvre mon Ulysses. Je n'ai pas envie d'être moi. Dans sa dynamique de prononciation, c'était cette réappropriation, ce réveil, se réveiller, se réinstaller en soi et avoir cette impression, toujours cette vitre, comme dans ce palper à tâtons de l'intérieur, mais il n'y a plus que ce soi-même, dire je n'ai pas envie d'être moi. Qu'est-ce qu'on en fait d'une phrase comme ça? Ça fait peur ou pas? Ou comment on casse la vitre, hein? La phrase qui avait précédé, le jour d'avant, c'était je peux pas m'arracher du sol. On n'est pas si loin non plus. Pourtant, là, avec la lecture, je crois que j'arrive à recommencer ça. C'est-à-dire qu'entre le sommeil, l'insomnie, le rêve, l'état maîtrisé du rêve, et puis ce qu'on arrive à reconquérir d'une sorte d'action, se lever tôt, se mettre à l'écriture, avoir une phase intermédiaire qui est celle de la lecture, et la lecture, la vivre de façon suffisamment intense pour que ce soit précisément, c'est t'arracher du sol. Alors, évidemment, dans ce cas, la lecture, elle a tellement plus rien à voir avec l'espèce de boîte des livres éclopés à l'entrée de l'hôpital entre le coiffumeur et la poubelle. Et tant qu'on est là, j'aurais un dernier petit point. La question de l'intimité. J'y pensais ce matin qu'un copain de Québec, Clément, qui fait un bref billet de blog sur un article retrouvé de l'année 1998 sur ces petits notebooks, ces mini-ordinateurs. Et j'ai jamais pu me défaire du mien propre. Et c'est dingue. Par exemple, vous voyez, l'épaisseur. Et ce que vous pouvez pas sentir, c'est le poids de ce truc. Cet appareil, il marche toujours. Alors, derrière, il y a toutes les connexions. Par contre, il n'y a pas d'USB. Donc ça, les connexions, ces espèces de prises rondes, je pense que je pourrais plus en faire grand-chose. Évidemment, il faudrait le relier à un modem externe pour pouvoir sortir quelque chose. Je crois quand même qu'il y a... Non, ça c'est une prise téléphone, c'est pas une prise Ethernet. Donc c'est des appareils que ce qui les rend obsolètes, c'est finalement l'absence de relation au dehors. Et là, il y a le bouton poussoir. Je sais que le problème que j'ai eu, en fait, c'est l'adaptateur secteur qui s'était mis à cramer. Donc tout marche bien, simplement je peux plus recharger la batterie parce qu'à l'intérieur ça a cramé. Et il y avait évidemment ça, cette espèce de boule, et on était tellement habitués à la boule, et on la... Hop là, ça se démonte juste petitement, et il y avait un plaisir aussi même à démonter cette petite bille. Et puis à l'intérieur, j'ai même le réflexe, toujours le doigt le fait exprès. On passe le doigt sur les 3 petits capteurs d'orientation. Ça servait à nettoyer, enlever les petites poussières qui se mettaient. Après on remet le truc, on revisse. Alors qu'aujourd'hui, dans nos claviers, c'est dingue, j'ai une espèce de petite poire aspirateur quand les touches coincent, mais cette espèce de côté manuel de l'informatique, on l'a perdu et c'est si dommage. Alors évidemment, il y avait le clic qui était déjà là, l'écran était noir et blanc, il est petit, mais je me rappelle, c'était février 1996 quand j'ai reçu cet appareil. À l'époque, il était... assez cher, c'était 1200 francs je crois, c'était une espèce de folie de s'offrir, d'être dans les premiers à s'offrir ces petits appareils portables, mais je pouvais faire marcher Word dessus, et puis surtout il y avait la possibilité de tenir environ 90 minutes, je crois, presque 1h30 sur la batterie, c'est pouvoir travailler dehors et pouvoir travailler allongé, pouvoir travailler comme on prend un carnet dans un coin et qu'on écrit. Ce rapport de l'intimité, je l'ai maintenant avec mon petit ordi portable. J'aimais bien l'avoir sur le 13 pouces, mais le 13 pouces, c'est un peu limité quand on fait par exemple de la traduction où il faut avoir un dictionnaire, version française, version anglaise, d'autres documents accessoires. Et je suis passé au 15 pouces parce qu'avec le 15, on peut en plus faire du truc vidéo. Par contre, depuis que je suis à la maison, je le branche sur le grand écran. Et évidemment, le grand écran, c'est une surface de travail formidable pour tout ce qui est mise en page, pour tout ce qui est...
Mais ça veut dire être assis, retrouver la position assise devant la surface verticale. Mais si je veux démonter le truc, il faut que j'enlève 1, 2, 3, 4, 5 fils qui les rejoignent. Bon, je ne veux pas vous raconter ma vie sur ces trucs-là. Est-ce que je travaille à 2 ordinateurs? Ouais, mais mon dernier, mon petit 13 pouces, il faut que je fasse changer le clavier qui est mort. Bon, laissons tomber ces trucs. Mais dans ce carnet, c'est quand même ça l'optique que j'ai. Cette question de l'intimité. Mais en quoi la révolution que nous apportait l'intimité de cet appareil, si aujourd'hui je fais ça, la voix, mon petit appareil vidéo posé à 30 cm de moi sur son monopode, qu'est-ce que je reconquiers d'une intimité vis-à-vis de moi-même qui représente la même révolution que l'arrivée de l'ordinateur portable. Je crois que c'est bien ça l'enjeu en ce moment, pour moi, avec YouTube.